Alors, on reçoit aujourd'hui un être que je suis sur les médias sociaux, comme plusieurs d'entre vous, depuis longtemps. Quelqu'un qui apporte une voix nécessairement très rafraîchissante, ultra rafraîchissante, certains diraient discordante. C'est une question d'opinion. Oui, bien, de toute évidence. Et souvent, être discordant, c'est rafraîchissant. Tant qu'à moi, Mona Drissi, bonjour. Salut. Bienvenue dans notre beau salon. Bien, merci pour l'invitation. Quand tu as fait ta sortie, notamment sur le projet de loi 21, ouais. Je me suis dit, là, il faut que ça se passe immédiatement. Qu'est-ce qui a motivé, j'ai une petite idée, là, mais pour ceux qui ne savent pas trop de quoi on parle, qu'est-ce qui a motivé cette sortie-là qui était, disons, un coup de gueule assez frappant? C'est une bonne question. La veille, je parlais à mon père au téléphone, puis on parlait de ça, du projet de loi 21, puis je lui dis, si moi, qui ai grandi ici, qui n'ai pas de religion dans ma vie, qui ne suis pas voilée, qui ne suis pas fonctionnaire en situation d'autorité, qui n'ai pas un accent dont on repère, on ne repère pas que je suis immigrante à mon accent. Je suis white passing, qui pour dire que j'ai un teint qui passe facilement pour une blanche. Ouais. Si moi, au-delà de tout ça, je vis les conséquences de ce climat social, mais c'est quoi d'être une personne facilement identifiable et facilement aliénable, en quelque sorte? Je me suis dit, je pense qu'on réalise pas. Je pense qu'on réalise pas que quand on pense viser, ce qui n'est pas plus juste de viser ces personnes-là, mais je pense pas qu'on réalise la portée ou l'étendue de quelque chose comme ça, parce que ça décomplexe quelque chose qui existe, qui est comme en dessous de la surface. Puis là, on le décomplexe, puis on lui donne les outils pour s'affirmer, pour s'assumer, pour aller attaquer des gens sur quelle base, finalement, tu sais? Est-ce que tu pourrais pas faire comme plusieurs autres puis dire, écoutez, moi, je n'ai rien à voir là-dedans, je suis athée de ce que j'ai compris, de ce que tu m'as dit. Et puis bon, arrangez-vous, puis je continue à faire mes petits trucs un peu discrètement. Qu'est-ce qui t'interpelle à ce point de vouloir sauter dans cette arène-là, alors qu'on sait très bien que la réaction des macaques de l'autre côté est assez virulente, merci. Comme vrai, tu peux en témoigner. C'est un peu à cette conclusion-là que j'en viens à chaque fois que j'aborde ce sujet-là, puis que la réponse que j'ai est violente. Je me dis, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi, tu sais, je pourrais juste parler de n'importe quel autre sujet d'actualité, parler de SNC-Lavalin, tu sais, notre gros scandale du moment, ne pas aborder les situations identitaires, les situations nationalistes, ne pas parler d'immigration. Et moi, dans ma vie, personnellement, ça ne changerait pas grand-chose. Mais d'un autre côté, je me dis, j'ai une famille, j'ai des gens autour de moi, j'ai des tantes qui sont voilées, Est-ce qu'ils habitent ici au Québec? Oui, qui habitent ici. Fait après ça, tu te dis, OK, mais moi, tu vas me rencontrer et tu ne me verras pas comme une menace, tu vas rencontrer mon père et tu vas le voir autrement. Mais tu te sens un peu obligé d'utiliser ces tribunes-là à cet effet-là, non? Mais c'est un privilège d'avoir une tribune. C'est un privilège d'avoir une parole. C'est un privilège, puis on ne sait pas combien de temps il va durer. On est dans une ère d'immédiateté. Tu sais, t'es la saveur du mois. Tu ne sais pas quand est-ce que ça va s'évanouir. Puis tu te dis, bien, ici, s'il y a des voix qui peuvent... Mon but, c'est pas d'avoir raison. C'est d'apporter cette parole-là qui n'est pas nécessairement beaucoup entendue. Mais je me dis, qui représente les immigrants de deuxième génération, les immigrants de première génération qui ont grandi ici, qui se sentent jusqu'au plus profond d'eux-mêmes québécois, mais qui se sentent aussi marocains, algériens, tunisiens, libanais, peu importe, qui sont attachés à cette culture-là, que ça les habite, mais qu'on a toujours l'impression d'être entre l'arbre et l'écorce, de devoir faire ce choix-là de est-ce que je me raccroche à ma culture d'origine ou à ma culture d'accueil? Moi, quand je porte une critique sur le Québec, je le fais en tant que Québécois. Pour moi, il n'y a même pas de question là-dessus. Alors que pour eux, il y a une question intéressée. Et c'est vraiment à travers le regard de l'autre que je réalise que mon point de vue n'est jamais vraiment québécois. Est-ce que ça te blesse, ça? Énormément, énormément, parce que ça crée un vide identitaire énorme. Tu sais, je me suis identifiée au Québec le jour 2 après l'immigration. Tu sais, moi, je ponctuais mes phrases de « tu sais » en moins d'une semaine. C'est pas des jokes. Alors, de réaliser que cette espèce... C'est pas des jokes. Alors, de réaliser après ça qu'il y a une espèce de vide identitaire qu'on n'est pas capable de combler parce que moi, j'ai beau décider que je suis québécoise, si dans l'œil de mes concitoyens, je le suis pas, c'est sûr que c'est hyper confrontant. À partir de quand on cesse d'être immigrant? On ne cesse jamais d'être immigrant, à moins de... Je pense que la seule façon, c'est d'essayer de s'assimiler carrément, d'avoir l'air le moins immigrant possible. Et encore là, j'ai le privilège de la couleur de peau, tu sais, qui fait que d'emblée dans la rue, on va pas me considérer comme étant partie d'une minorité. Mais comment tu fais pour ne pas avoir l'air immigrant quand tu es québécois noir de 3e génération, tu sais? Est-ce que tu crois qu'il y a un espoir sérieux que la vapeur puisse
se renverser éventuellement, qu'on puisse remettre le dentifrice dans le tube? Ou tu penses que le combat, de manière générale, et là, je parle de manière très, très large, est un peu perdu? Moi, j'ai l'impression que c'est foutu, d'un point de vue politique et médiatique. Je pense qu'à court terme, ça n'ira pas en s'améliorant. Je ne vois pas de quelle façon ça pourrait aller en s'améliorant à court terme. Mais pour vrai, il faut passer une journée dans une école secondaire ou dans un cégep pour retrouver de l'espoir, parce que la génération qui nous suit est conscientisée. Ils ont un esprit critique développé beaucoup plus jeune que les générations d'avant. Ils ont des arguments, ils ont des causes sociales, il y a vraiment un engagement. J'ai participé à donner une conférence la semaine passée dans un cégep. Et il y avait plus de gens qui avaient de chaises et sont restés pendant 2 heures et demie pour parler de féminisme et du corps de la femme. Il y avait des garçons et des filles. Fait que oui, j'ai espoir à long terme, mais j'ai l'impression qu'on a une espèce de période à passer où il y a un choc générationnel, un choc des idées. On est dans une espèce de période d'hypersensibilité, mais aussi de trop de débats, trop de sujets. C'est comme tout en même temps. Et la parole a été donnée à tout le monde en même temps. Puis là, ça fait un gros brouhaha. Puis je pense que les générations qui vont nous suivre aussi vont avoir plus d'outils en amont pour pouvoir gérer cette façon d'échanger-là. Ils vont avoir grandi là-dedans, donc ça ne va pas venir... Alors, un peu d'espoir, ça fait du bien. Madal Drisy, qui est aussi un service essentiel, tant qu'à moi, et qui est une grande Québécoise. Fin de la discussion. Du haut de mes 1,50 m. Oui, bien, évidemment, c'était au sens figuré, qui est le sens le plus important. Manal, merci pour tout. Continue ton combat. Et puis, tu viens t'asseoir tant que tu veux pour jaser peut-être de trucs plus joyeux une prochaine fois. On se le souhaite. Salut, à bientôt.